Bienvenue à tous dans Économie, le MAC sur i24 News. Au sommaire de cette édition, l'économie brésilienne et ses mutations. Une décennie de décollage économique irrésistible dans les années 2000 pour se hisser au rang de 7e puissance économique mondiale. 2014 aura été l'année du ralentissement avec une récession. Quelle stratégie aujourd'hui pour Dilma Rousseff qui entame son second mandat? Nous ferons le point dans un instant. Et puis le bilan 2014 pour l'industrie du cinéma français. Bilan, vous le verrez, au-delà des espérances, puisqu'on parle de la deuxième meilleure année en termes d'entrée depuis 1967, plus 7,7% par rapport à 2013. Alors les productions françaises en ont-elles vraiment profité? Réponse en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. D'abord l'essentiel de l'actualité économique internationale, dominé une fois de plus par le pétrole. Il poursuit sa glissade avec un baril, vous le voyez désormais, sous la barre des $50 à New York qui est en milieu de séance. Un plancher qui n'avait plus été atteint depuis presque 6 ans. Surabondance de l'offre, force actuelle du dollar américain, les mêmes causes pour les mêmes effets, d'autant qu'on est loin d'une diminution de la production, que ce soit du côté de l'OPEP ou de la Russie qui affiche son plus haut niveau depuis l'époque de l'URSS. La situation en tout cas ne semble pas déplaire à la Maison-Blanche. D'une manière générale, la baisse des prix du pétrole est assez bonne pour l'économie, surtout pour les ménages de la classe moyenne, que le président juge essentiel à la réussite de notre économie. C'est aussi le fruit des politiques mises en place par notre administration pour augmenter la production de pétrole. Alors jusqu'où tout de même descendront les cours? $40 prédisent déjà certains. Ce qui est sûr, c'est que les marchés peinent à anticiper l'évolution des prix. Illustration avec la débâcle hier des principaux acteurs du secteur. Total en France, moins 6% hier en clôture pour l'action à Paris. À New York aussi, Wall Street accusait le coup hier dans le sillage des valeurs de l'énergie. Moins 1,86% pour le Dow Jones, moins 1,83% pour le S&P 500. Ce sont les plus fortes baisses en 3 mois. Nous ne connaissons pas la direction des prix du pétrole. Il pourrait encore descendre avant de remonter. Nous nous attendons certes à ce que les cours remontent d'ici fin 2015 car les États-Unis réduiront leur production. Mais il y a beaucoup de points d'interrogation et cela génère de la peur sur les marchés. Et pas que les marchés, la peur envahit aussi des pays entiers et parmi eux clairement aujourd'hui le Venezuela qui abrite, on le sait, les premières réserves au monde d'or noir. Là-bas le baril produit localement a chuté sous les $47, aggravant forcément les finances d'un État confronté, on le sait, à la récession puisque Caracas tire 96% de ses devises des revenus du pétrole et à l'heure où le président Maduro, nous le disions hier, cherche en Chine des appuis, eh bien la population elle ne voit aucune issue. Je pense que les choses s'annoncent mal avec la chute des prix du pétrole. Je ne pense pas que le gouvernement puisse encore donner quoi que ce soit s'il n'a plus de travail à offrir aux gens, ni des magasins avec des stocks. On le rappelle, l'autre fléau du Venezuela, ce sont les pénuries de biens de consommation courante, quasiment tous importés, qui entretiennent forcément la spirale inflationniste. 63% d'inflation l'an dernier pour le Venezuela. Alors en parallèle du pétrole, l'autre facteur d'incertitude ces jours-ci pour les places financières, c'est la Grèce. L'avenir du pays à court terme dépend sans doute des prochaines législatives anticipées. Ce sera dans moins de 3 semaines. Et l'hypothèse d'une sortie de la zone euro pour Athènes a même trouvé un nom, le Grexit. Alors l'euro dans tout cela, eh bien on le sait, il est tombé hier à son niveau le plus faible en 9 ans face au dollar. En cause, la Grèce donc, la vigueur du dollar bien sûr, mais aussi les craintes d'une déflation en Europe, avec seulement 0,2% d'inflation pour l'Allemagne en décembre, et puis la forte probabilité que la BCE utilise dans les prochains mois la planche à billets. Bref, la tendance baissière a toutes les raisons pour s'amplifier. La chute récente de l'euro est due à des raisons à court et long terme. D'abord, on s'attend à ce que la BCE lance des achats d'obligations et donc inonde le marché de liquidités. Puis, il y a les inquiétudes en Grèce, avec des élections qui pourraient précipiter la sortie du pays de la zone euro. Et puis sachez qu'en Israël, les effets de la crise en Russie se font sérieusement sentir du côté des exportations agricoles. 30% du total pour ce secteur provient directement du marché russe, des légumes essentiellement. L'association des agriculteurs doit d'ailleurs tenir une réunion d'urgence sur ce point. Les pertes immédiates dépasseraient déjà les $50 millions. Et à cela s'ajoute la crainte des producteurs que les clients russes touchés par la crise ne puissent honorer leurs dettes. Affaire à suivre. Et on prend donc la direction du Brésil. Jeudi dernier, Dilma Rousseff a prêté serment pour un second mandat présidentiel. Face au ralentissement économique, elle promet plus de rigueur côté dépenses publiques. Et sans attendre, eh bien, les tarifs des bus ont déjà augmenté cette semaine, plus 13%. Et on se rappelle que c'est contre une hausse du même type que les Brésiliens en colère avaient manifesté l'an dernier déjà. Les Brésiliens irrités sans doute aussi par les scandales de corruption. Anthony Lesme. Mauvaise nouvelle pour les Brésiliens. Le prix du bus va une nouvelle fois augmenter.
Il va passer de 3 réals à 3,40, soit une hausse de 13,3%. La hausse des prix avait été à l'origine des manifestations qui ont secoué le Brésil en 2013. Les usagers sont mécontents. Avec un salaire minimum de 241 €, c'est dur pour un travailleur de payer tous les jours 2,10 € pour aller et revenir du travail. Ils disent que c'est pour améliorer le parc de bus et améliorer les véhicules, mais ça ne s'améliore jamais. Il n'y a pas d'air conditionné, les trains sont bondés, il y a beaucoup de retard tous les jours, il y a du retard et ils ne respectent pas les usagers. À peine réélu, Dilma Rousseff s'expose aux critiques. D'autant que les promesses faites aux 200 millions de Brésiliens sont encore fraîches. Nous allons amender notre économie, mais sans porter atteinte aux droits des personnes que nous avons obtenus et sans trahir nos engagements sociaux. Si Dilma Rousseff a tiré bénéfice des programmes sociaux mis en place par son parti et qui ont sorti 40 millions de Brésiliens de la misère, l'affaire de corruption Petrobras menace l'image de la présidente. PDG de la société pétrolière au moment des faits, la Cour suprême doit révéler courant février les noms de douzaines de politiques impliqués dans le détournement de plus de 3 milliards de dollars. En attendant, Rousseff joue l'attaque. Je propose un grand pacte national contre la corruption qui implique toutes les sphères du gouvernement et tous les noyaux de pouvoir, tant dans le secteur public que privé. Autre difficulté pour la présidente, la croissance proche de zéro qui mine une économie en mal d'investissement. Quant à l'inflation, elle a dépassé en novembre dernier le plafond de tolérance à 6,56%. Des chiffres qui peuvent gâcher le vent d'espérance qu'une nouvelle fois, Dilma Rousseff a réussi à faire lever. Ouais, et autre signal préoccupant, c'est ce premier déficit commercial annuel pour le Brésil en 14 ans, moins 3,9 milliards de dollars pour la balance commerciale du pays en 2014. Alors la 7e économie mondiale ne serait-elle finalement qu'un géant au pied d'argile? En ligne avec nous depuis Paris, Christophe Ventura, bonjour. Bonjour. Chercheur associé à l'IRIS. Alors on l'a dit, coup de frein clairement à cette croissance brésilienne en 2014. Est-ce une tendance durable et quelle peut être la stratégie de relance finalement pour Dilma Rousseff? Bien, durable, c'est difficile à dire parce qu'il y a des effets combinés qui sont à la fois conjoncturels, qui sont liés à l'impact, sur un temps long, les effets de la crise de 2008 qui se font encore sentir avec une baisse importante de la demande mondiale, en particulier en Asie, mais surtout en Europe et aux États-Unis, 3 marchés clés pour les exportations brésiliennes. Vous savez que le Brésil, eh bien, son économie repose et c'est une des fragilités qui est révélée à travers cette séquence, beaucoup sur ces exportations de matières premières, d'hydrocarbures, de produits agricoles, de tout ce qu'on peut voir dans le secteur des matières premières, qui souffrent en réalité de la baisse de la demande mondiale, voire dans certains cas de la stagnation ou de la baisse importante dans certains endroits. Donc ça, c'est vrai que c'est une fragilité qui est révélée. Il y a ça, il y a l'effritement très important du prix du pétrole, aujourd'hui à moins de 50 $ le baril, qui touche aussi, comme tous les pays exportateurs, eh bien, l'économie brésilienne, l'inflation importante, etc. Donc on voit que le Brésil est touché par 2 choses. La première, c'est le fait que son économie, son modèle de développement repose encore trop sur une dépendance aux capitaux internationaux que le Brésil essaye d'attirer moyennant des taux d'intérêt assez aguichants pour les investisseurs étrangers, internationaux. Mais lorsque ces capitaux s'en vont, eh bien l'économie s'enrhume. Ensuite, l'autre problème du Brésil, c'est que son modèle de développement est largement organisé autour de la question agricole et de l'agrobusiness. Et là aussi, ça va poser des problèmes intérieurs parce que le résultat de tout ça, c'est que le pays s'est beaucoup désindustrialisé ces dernières années. Ouais, mais pour vous, les fondamentaux de l'économie, il reste ça, industrie, vous en avez parlé, l'énergie, l'agriculture, ça peut repartir quand même? Oui, ça peut repartir pour des raisons conjoncturelles si l'économie mondiale repartait, mais tout ça, c'est un peu des spéculations. Mais le grand enjeu pour le Brésil, c'est de savoir s'il va être capable de développer une orientation économique qui permette de consolider, de développer son marché intérieur, qui est potentiellement très important, 200 millions d'habitants, 40 millions de Brésiliens sont sortis de la pauvreté, ça a été dit par votre journaliste tout à l'heure. Il y a des potentiels non exploités de ce côté-là, et aussi au-delà du Brésil lui-même, son écosystème sud-américain. Si le Brésil continue de s'impliquer, de renforcer l'intégration régionale. Rapidement, Christophe Ventura, on a parlé de la hausse des tarifs du bus, la même qui a provoqué des émeutes dans le pays il y a quelques mois. Le climat social, l'instabilité, c'est ce qui peut jouer des tours finalement à cette économie brésilienne? Oui, bien sûr, et en plus, c'est vrai que Dilma Rousseff semble pratiquer pour l'instant un équilibre difficile à tenir entre d'un côté une politique qu'on qualifierait en Europe de rigueur, puisqu'il s'agit maintenant d'économiser, de réduire les dépenses publiques de plus de 30 milliards de dollars,
annoncé, avec des indications très claires sur une réduction justement de l'investissement public, etc. Et de l'autre côté, de vouloir soutenir les politiques sociales qui ont fait le succès du Brésil ces dernières années, en particulier la bourse famille, etc. Tout ça est difficile à maintenir. Merci beaucoup Christophe Ventura pour toutes ces explications. Allez, tout autre chose, on s'intéresse au cinéma en France et un bilan 2014 plus qu'encourageant finalement pour un secteur qu'on dit souvent menacé par le numérique. Alors concrètement, l'année dernière constitue le deuxième meilleur exercice depuis 1967 pour la fréquentation des salles et à l'honneur les productions françaises qui voient leur part de marché passer en un an de 33 à 44%. Les détails avec Johanna Citruc. Des comédies, des drames, des films d'action ou de science-fiction. 2014 est un bon cru pour les salles de cinéma françaises. C'est même la deuxième meilleure année depuis 1967. Leur fréquentation a augmenté de près de 8% par rapport à 2013. Sur 12 mois, plus de 208 millions de tickets ont été vendus. Une année également marquée par le succès des productions françaises, dont la part de marché est passée de 33 à 44%. Et comment s'appelle l'heureux élu ? En haut du box-office, c'est donc sans surprise que l'on retrouve Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, avec plus de 12 millions d'entrées. En tout, 1h37 pendant lesquelles le réalisateur, Philippe de Chauveron, prend un malin plaisir à se moquer des clichés sur les religions et les minorités. J'en vois deux qui sourient pas, là. Bougeons plus. Dimitri, ça y est, j'ai un truc hyper grave. Sors d'ici, j'ai une salle d'attente. Merde. Oh, mais c'est une urgence. Je te dis de sortir tout de suite de mon cabinet. En deuxième position, une autre comédie, Superchondriac de Danny Boone. Quelques 5,3 millions de Français se sont laissés tenter par les aventures d'un homme souffrant d'une sévère hypocondrie. J'ai mal au crâne et j'ai la nuque très raide. Va te recoucher. Je fais une rupture d'anévrisme. Il faut avoir le cerveau un minimum irrigué pour faire une rupture d'anévrisme. Juste derrière, sur la troisième marche du podium, c'est Lucie, qui cumule 5,2 millions d'entrées. L'histoire d'une héroïne dotée de capacités surnaturelles grâce à un casting digne des plus grands films américains. Pourtant, là encore, il s'agit d'une production française, signée Luc Besson. Et voilà pour ce cocorico du cinéma hexagonal. C'est l'heure du Media Watch. Et la presse économique qui ouvre cette année 2015 avec des prévisions forcément. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors une expression qui revient souvent, année de transition. Oui, 2015 c'est l'année de tous les changements. C'est en tout cas ce qu'essaye de nous montrer le site internet de Business Insider grâce à une série de graphiques réalisés à partir de prévisions mises au point par des organisations ou des entreprises. Alors le premier concerne le pétrole car en 2015 la production des États-Unis devrait dépasser celle de l'Arabie Saoudite. En revanche, grâce au deuxième graphique, on voit que les États-Unis vont passer sous la Chine en termes de PIB en PPA, le PIB donc qui prend en compte le pouvoir d'achat, les différents pouvoirs d'achat entre les pays. On passe donc à la transition technologique avec un troisième graphique. Cette année, les ventes de tablettes devraient être supérieures aux ventes d'ordinateurs, les ordinateurs de bureau, mais aussi les ordinateurs portables. Et puis on termine avec un dernier graphique, le plus impressionnant ou le plus effrayant peut-être. Il montre qu'en 2015, le nombre de souscriptions de forfaits mobiles devrait dépasser le nombre d'habitants sur Terre. Intéressant. Johanna, vous nous parlez aussi du budget de l'État islamique. Oui, selon un article de Newsweek, l'organisation terroriste a approuvé son premier budget annuel, un budget de 2 milliards de dollars pour 2015, incluant entre autres la rémunération des combattants, mais aussi les indemnités versées aux familles des soldats morts au combat. Et Daesh devrait rentrer dans ses frais puisque le groupe djihadiste empocherait entre 1,2 et 3 millions de dollars par jour, grâce notamment au pétrole, au pillage, mais aussi au kidnapping. D'ailleurs, en 2014, l'État islamique a réussi à dégager un excédent budgétaire de quelques 250 millions de dollars. Johanna, on reparle de téléphonie mobile avec Microsoft qui lance un smartphone low cost. Oui, il s'agit du Nokia 215 qui sera vendu à 29 $ hors taxe et deviendra donc le smartphone le plus abordable du marché. Alors, quelles sont les caractéristiques de cet appareil low cost ? Premièrement, le Nokia 215, il sera petit et léger avec un écran de 2,4 pouces et un poids inférieur à 80 grammes. Ça, c'est plutôt pratique. Autre point positif, c'est son autonomie, 29 jours en veille, mais ce n'est pas très étonnant puisqu'il ne sera doté
noter que de la 2G et non pas de la 3G qui consomme beaucoup plus de batterie. Alors concernant la sortie de ce smartphone bon marché, elle est prévue a priori au cours du premier trimestre 2015 en Europe, en Asie, mais aussi en Afrique et au Moyen-Orient, car l'objectif de Nokia et plus généralement de Microsoft qui a racheté Nokia, c'est de conquérir les marchés émergents. Stratégie à vérifier. Puis Johanna, une arnaque plutôt lourde de conséquences. Expliquez-nous. Oui, en Suède, environ 130 personnes ont passé des entretiens avec un recruteur pour un nouveau travail et ils devaient tous commencer ce lundi, mais quand ils sont arrivés devant les locaux, devant la société, eh bien, personne ne les attendait. Il s'agissait en fait d'une arnaque et tous les contrats signés étaient faux. Le problème, c'est que beaucoup de ces travailleurs sont aujourd'hui sans ressources puisqu'ils ont quitté en fait leur emploi précédent dans l'espoir d'obtenir ce nouveau poste donc qui ne s'avère qu'une illusion. Une bien fâcheuse situation. Merci beaucoup, Johanna. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie le Mag revient demain sur i24 News. Un dossier notamment sur la production de fleurs à Gaza et l'info continue. Restez avec nous.